Et là, normalement, Soumeya, je ne sais pas si tu as un rétrocontrôle, mais bonsoir tout le monde. Donc, on est parti pour notre troisième Facebook Live. Donc, Davitam, dans cette période de Covid. Donc, on va animer sous forme de débat à trois avec. Je vais passer la parole à Soumeya, peut-être qu'elle se présente. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans un live avec le professeur Avignon et Dr Atalin. Donc je suis Chutwan Soumaya, je suis experte en nutrition et diététique humaine. Actuellement, je suis en train de faire des études en recherche clinique et je travaille avec l'équipe Avitam. Alors aujourd'hui, on est là pour vous pour répondre à toutes vos questions sur l'obésité, le Covid et la faim. Voilà. Je passe la parole au professeur. Oh, peut-être Vincent, un petit mot, même si tous ceux qui nous Maintenant, regardent doivent connaître Vincent, mais quand même. Alors, moi, je suis Vincent Attalin, je suis médecin nutritionniste et médecin du sommeil, donc le cofondateur d'Avitam. Je suis en même temps sur YouTube et je vois que je n'arrive pas à partager mon écran en live, ce qui va être assez difficile pour la conférence. Donc, j'essaie en même temps de trouver une solution pour effectivement partager mon écran et je vous laisse la parole pour la suite. Oui, juste Vincent, de toute façon, les gens vont pouvoir nous écouter sur YouTube et puis après, on remettra la vidéo. On remarque qu'ils ne vont pas écouter deux fois, tu as raison, vaut mieux régler le problème maintenant. C'est ça. Ouais. Donc, on s'est dit quand même qu'à Vitam, on parle beaucoup de Covid partout, donc peut-être un petit peu envie de sortir, mais c'est quand même un petit peu difficile vu notre orientation sur les maladies chroniques, sur l'obésité de ne pas en parler du tout. Donc, on va en parler un petit peu. Et puis après, dans ce contexte où Avitam s'occupe beaucoup de maladies nutritionnelles, on va aussi parler un petit peu de poids, de faim, de satiété, parce que dans ce contexte, quand il y a un problème de poids ou même quand il n'y a pas de problème de poids, il est encore plus important de faire attention à sa santé. Un petit détail là, quand même, enfin un petit détail, non, je veux dire pour montrer l'importance de la nutrition, les problèmes de vitamine D, les carences en vitamine D sont des facteurs de risque d'avoir des formes sévères de Covid. Donc voilà, on va parler de faim de satiété, on va parler d'équilibre alimentaire, d'alimentation. Mais avant, je vais vous dire quelques mots sur le Covid. Alors, Soumeya va nous animer les questions et nous les repérer, parce que moi, je n'ai pas vu sur le chat Soumeya, et puis elle nous le soumettra, et puis on va discuter entre Vincent, Soumeya et moi sur faim et satiété, après que j'ai dit quelques mots sur le Covid et l'obésité. alors je peux juste redémarrer parce que j'ai un bug. La toute s'est arrêtée, je vois rien. Ah, Donc je peux rejoindre dans 2 secondes. par contre, il faudra que je t'accepte, Soumeya. Donc, tu attendras un petit peu, j'interromprai la conférence et je te reprendrai. Alors, pendant que tu te reconnectes, je vais quand même faire cette petite introduction sur le Covid, pendant que tu te reconnectes. Donc, il s'agit surtout pas de faire paniquer certaines personnes sur le risque, hein, ni de stigmatiser, mais il est vrai que certaines personnes ont plus de risques, non pas d'attraper le virus, hein, parce que le fait d'attraper le virus, c'est d'observer les gestes barrières, hein, comme on dit et comme on répète, au ça qu'on soit malade, qu'on ait une maladie chronique ou pas, notre risque est le même et c'est de bien se protéger. Par contre, tout le monde ne va pas avoir le même risque de faire une forme sévère de l'infection Covid. Et certaines personnes sont plus à risque. Alors, pour relativiser, pour ne pas faire peur, déjà, un premier groupe à risque, si on compare, là, c'est une très grosse étude que j'ai sous les yeux et que je prends, une très grosse étude qui a été faite sur les données au Royaume-Uni et qui a étudié les données de santé de 17 millions de personnes, hein, et parmi lesquelles, par malchance, plus de 5000 sont décédés. Donc, ils ont regardé qui avait le risque de décéder. Alors, 17 millions de personnes, pas 17 millions de personnes qui ont eu le virus, hein, 17 millions de personnes pour qui on a les données de santé. On a vu qui était hospitalisé pour le virus parmi ces 17 millions de personnes et qui décédait derrière. Et déjà, premier facteur de risque, c'est d'être un homme. Quand on est un homme, on a 2 fois plus de risque de décéder. Alors, si je commence par là, c'est pour vous dire, parce que moi, je suis un homme, et vous dire que cette information ne me fait pas spécialement paniquer.
Hein. Donc, c'est surtout ça, je voudrais avoir un caractère rassurant. Je ne me dis pas, j'aurais mieux fait d'être une femme, j'aurais eu 2 fois moins le risque de décéder si j'attrape le virus. J'essaye d'entretenir ma santé, de faire attention, de ne pas attraper le virus, et donc ça n'est pas spécialement quelque chose qui me fait peur. Donc, premier point important. Donc, tout ça pour en arriver au sujet qui est de voir un petit peu par rapport à ce risque d'être un homme que représente l'obésité. Alors, l'obésité, vous savez, il y a 3 groupes, 3 classes d'obésité. La classe 1, la classe 2, la classe 3 en fonction de l'index de masse corporelle, le poids sur la taille au carré. Quand on est entre 30 et 35, c'est le grade 1. Entre 35 et 40, c'est le grade 2. Et au-delà de 40, c'est le grade 3. Eh bien, quand on est au grade 1 par rapport à ceux qui n'ont pas d'obésité, il y a une augmentation de 1,27, donc de 27% du risque de décéder. Donc, vous voyez, finalement, c'est moins grave d'avoir l'obésité de grade 1 que d'être un homme par rapport à une femme. Si on est dans la classe 2, c'est 1,56. Et si on est dans la classe 3, c'est 2,27. Donc, avoir une obésité de classe 3, c'est à peu près le même risque que d'être un homme par rapport à une femme. Alors vous me direz, bien sûr, on peut être un homme et avoir une obésité. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un problème de poids, eh bien, il y a un risque qui est augmenté. Alors, je vais vous demander de faire une petite pause ici parce qu'on va voir si on récupère Soubeya. Donc, si on récupère Souveya, et donc pour que je vois si je récupère Souveya, il faut que j'arrête de partager mon écran et que je regarde que Souveya est là et je ne vois pas où est-ce que je peux l'accepter si je vais admettre Souveya. Et on va repartir sur cette conférence, bien que Souveya n'apparaisse pas. Voilà, Souveya est en train d'apparaître. Donc, population à risque avec problème de poids. Il y a d'autres circonstances, le fait d'avoir un diabète. On a longtemps parlé de pression artérielle augmentée, mais ce n'est pas retrouvé dans cette étude. Et donc, la société française qui s'occupe d'obésité, qui s'appelle la FERO, les groupes de recherche sur l'obésité, les centres spécialisés en obésité, vous savez qu'il y a des centres spécialisés en obésité, il y en a 37 à travers la France, le CHU de Montpellier en fait partie, a donné des recommandations. Les recommandations, rien d'exceptionnel. C'est que quand on a une personne qui a de l'obésité, il faut faire attention comme tout le monde. Mais peut-être encore plus que tout le monde, et bien faire attention aux gestes barrières. Alors je vais reprendre les points qui soulignent, c'est que même s'il y a eu des hésitations du gouvernement, il n'y a aucun doute, il faut porter des masques. Et c'est peut-être quand on reçoit quelqu'un chez soi qu'on ne pense pas à porter un masque, et là, il faut y être particulièrement vigilant quand on a un problème de poids. Pour la reprise du travail, et j'ai des gens qui m'ont envoyé des mails, y compris des personnes que je ne suivais pas et qui travaillaient à l'hôpital, qui m'ont dit qu'est-ce qu'on doit faire. Le télétravail doit être favorisé quand on a au-dessus de 35 d'index de masse corporelle. Je crois qu'il faut le favoriser. Si je dois venir travailler, mes référents, pour savoir si je peux venir dans des bonnes conditions, mes référents, c'est mon médecin généraliste et le médecin du travail. Donc, dès que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail qui évaluera, parce que c'est très difficile de donner un conseil général. Est-ce que vous travaillez dans une pièce fermée? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dedans? Est-ce que les autres personnes font bien attention et portent des masques? Donc, la règle, c'est au-dessus de 35 de masse corporelle. Eh bien, vous devez favoriser le télétravail. Vous savez que pour les maladies chroniques, le gouvernement a mis quelque chose en place qui est la capacité de se faire un arrêt de travail soi-même sur le site d'Amélie. Pour les personnes qui ont une obésité, même si l'obésité est bien reconnue comme une maladie, c'est pas reconnu en ALD et donc vous devez passer par votre médecin pour avoir cet arrêt du travail et votre médecin traitant doit être votre référent de première ligne. Donc voilà, c'est peu de choses, mais je crois que c'était important pour Avitam de le dire. Et puis, vous pouvez aller sur Avitam, vous pouvez prendre soin de vous et vous aurez tout un tas de conseils sur Avitam. Alors, je ne sais pas si Soumeya, tu nous as rejoint. Soumeya? Donc, Soumeya ne nous a pas rejoint. Donc, je vais reprendre. Pourtant, elle apparaît bien comme étant là normalement. Je vais reprendre mon partage
d'écran. Soumeya. Et donc, dans cette circonstance, je crois qu'il est encore plus important qu'habituellement de prendre soin de soi et donc de travailler un petit peu sur sa relation à l'alimentation quand on a un problème de poids. Et c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu de faim et de satiété. Alors, je ne sais pas si Vincent, toi, tu as un retour sur le chat du Facebook et si tu as des questions ou s'il y en a, si tu vois s'il y a des gens connectés. Vincent, tu m'entends? C'est mieux, ouais, c'est mieux si j'active mon micro. Ouais. Donc en fait, oui, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à s'exprimer sur la page et puis qui nous avaient effectivement aussi envoyé des questions à l'avance. Il y a des personnes qui nous demandent des précisions sur le test de la faim. Encore faudrait-il expliquer à tout le monde ce qu'est le test de la faim et à quoi est-ce qu'il sert. Peut-être qu'on pourrait expliquer avant d'expliquer comment et pourquoi faire le test de la faim, peut-être avoir une explication sur la sensation de faim, qui est une sensation qu'on ressent au niveau du creux à l'estomac et qui est finalement un besoin de notre organisme qui en gros nous fait un appel à l'aide en nous disant j'ai besoin de manger. Moi j'avais un souci de connexion. Salut Soumeya. Pas de problème Soumeya, autant de fois que tu te déconnecteras, on te reprendra. Merci. Et donc, pour expliquer pourquoi on a cette sensation de faim, il est très important d'avoir en tête que cette sensation de faim peut arriver une à plusieurs fois dans la journée et ça c'est expliqué par un déficit en énergie. Finalement, on n'a pas suffisamment mangé ou l'organisme commence à arriver à ses réserves, donc il nous envoie cette sensation de faim. Et beaucoup de personnes ont du mal à ressentir la sensation de faim parce qu'ils ne l'écoutent pas. Alors, la première chose, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas où c'est. Et peut-être qu'on pourrait expliquer à des personnes qui sont là en live où se situe la sensation de faim. Alors, je vais me mettre un petit peu plus haut pour expliquer où c'est. La sensation de faim se trouve au niveau du creux, à l'estomac, qui est juste là, et qui correspond à une sensation de creux. Il y a un élément important, c'est que cette sensation ne doit pas faire mal et cette sensation ne doit pas apporter de brûlure. Ça, c'est extrêmement important parce que beaucoup de personnes confondent la sensation de faim et les sensations de brûlure. Alors, pourquoi est-ce qu'on propose aux personnes d'écouter leur faim, c'est que s'ils ne ressentent pas la faim, ça veut dire qu'ils mangent finalement plus que leurs besoins. C'est comme si on allait au lit sans avoir envie de dormir, c'est comme si on allait aux toilettes sans avoir envie de faire pipi. Finalement, on n'est pas du tout à l'écoute de son corps. Et au fur et à mesure de la vie, les personnes qui commencent à manger sans écouter leur faim vont manger avant que leur corps leur demande. Et c'est un petit peu comme si on était dans une voiture et que on avait déjà le plein et la seule façon de mettre de l'essence en plus dans cette voiture, c'est de mettre des bidons. Donc finalement, le corps va se mettre à emmagasiner cette nourriture en trop sous forme de graisse, bien évidemment. Alors, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ce qu'est la sensation de faim? Déjà, il faut savoir où c'est. Donc, on vient de l'expliquer à l'instant. On a mis des vidéos sur YouTube et sur la page sur Avitam également qui s'appellent NutriFacts. Ce sont des vidéos qui permettent de comprendre où est la sensation de faim. Alors, je peux peut-être essayer de partager mon écran pour montrer où se trouve la sensation, les vidéos. Donc, il suffit d'aller sur YouTube et de taper Avitam. Voilà. Et donc sur Avitam, il y a de nombreuses vidéos et il y a certaines vidéos qui, là si on tape par exemple la sensation de faim, il y a des vidéos qui s'appellent NutriFacts. Donc c'est des vidéos que nous avons faites pour expliquer aux personnes ce qu'est la sensation de faim. Et donc vous avez la possibilité de comprendre
tout ce qui se passe sur la sensation de faim. Alors ces vidéos, elles sont assez vues, elles sont assez vues sur YouTube et donc vous pouvez tout à fait les regarder, les partager, les commenter parce qu'on répond effectivement aux personnes qui sont dessus. Voilà. Donc, si on revient à cette sensation de faim, on explique à des personnes qui sont à la recherche de cette sensation de faim, d'écouter leur sensation de faim pour manger. Et pour ce faire, on va leur proposer de faire ce qu'on appelle le test de la faim. Donc, dans d'autres techniques ou dans d'autres programmes, on appelle ça le test du petit déjeuner. Donc là, c'est le test de la faim. C'est finalement un test où, pendant quelques jours, on va attendre d'avoir faim pour manger. Alors, ça paraît très bizarre. C'est comme si on vous disait, vous êtes obligé d'attendre d'avoir envie de faire pipi pour aller aux toilettes. Non, c'est tout à fait logique d'attendre d'avoir faim pour manger. Sauf que là, on va essayer d'enlever nos habitudes et nos obligations. Donc, on va enlever le petit déjeuner, enlever le repas du midi, enlever le repas du soir pour forcer finalement notre corps à nous envoyer le signal de faim. Et donc, on appelle ça test de la faim. Et donc, il y a des personnes qui nous demandent sur la page Avitam ou par mail, qui nous ont demandé, mais comment est-ce qu'on fait le test de la faim? Donc, il suffit de se donner quelques jours pendant lesquels on va attendre de ressentir le creux à l'estomac pour manger. On va pas se forcer à manger. Et au lieu de se faire, si la faim est présente, au lieu de se faire un gros repas, on va essayer de se faire ce qu'on appelle une petite collation, c'est-à-dire essayer de manger un petit quelque chose qui va faire disparaître cette faim. Et la faim va pouvoir revenir une fois, 2 fois, 3 fois dans la journée. Et toute personne est différente. Et donc, on va essayer de faire ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la faim devienne une habitude et que, comme pour l'envie d'aller aux toilettes, comme pour le sommeil, comme pour la soif, ça soit un signal qui soit parfaitement écouté dans notre corps. Voilà. Juste un petit mot, Vincent, si tu permets. Je crois que le test de la faim, la faim, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel pour régler notre alimentation. Et on parle de test de la faim, mais c'est plus qu'un test, c'est un exercice. Moi, je compare toujours, et c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir en consultation, si je veux être un grand musicien, un grand pianiste, je ne vais pas faire 3 leçons de piano, je ne vais pas faire le test de la leçon de piano. Je vais m'entraîner régulièrement au piano, je vais faire mes gammes. Si je veux être un grand sportif, je ne vais pas faire une fois du 100 mètres, je vais m'entraîner régulièrement. Il faut savoir que quand on a un problème de poids, il y a une perte de repère. Et il est super important de faire le test de la faim jusqu'à ce qu'on le ressente bien, mais les automatismes risquent de revenir et on risque de le reperdre. Donc je crois qu'il faut régulièrement y revenir et régulièrement refaire ce test. Et en fait, cet exercice, pour moi, c'est un exercice et c'est un entraînement. Les 2 choses importantes de la régulation de la prise alimentaire, c'est la faim et la satiété. Donc la faim, c'est ce que Vincent vient vous expliquer longuement, et la satiété, il en a un petit peu parlé aussi, c'est d'essayer vraiment de reconnaître ce repère qui va dire, hop, la faim est en train de partir, et je m'arrête. Alors je ne sais pas si Soumeya est encore en ligne ou pas. Alors normalement je suis en ligne, mais ma photo est figée. Oui, mais là tu es figée, tu es magnifique quand même, Soumeya, donc ça va. C'est pas comme tout à l'heure où ça s'était figé avec une position qui était. Donc, parce que tout à l'heure on parlait des questions qui avaient été posées, et je pense que tu en avais posé une qui me semble-t-il, oui. Qui était ok, on travaille sur la faim, on s'arrête à satiété, mais il y a la peur. Alors, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est très intéressant de se connaître et de connaître la sensation de faim et tout. Mais en fait, il y a des patients qui, quand ils font le test de la faim, ils s'aperçoivent qu'ils ne mangent pas beaucoup. Et du coup, ils ont peur d'avoir faim après avoir testé, après avoir fait ce test. Alors, comment faire pour lutter contre la peur d'avoir faim? Alors voilà, et moi c'est quelque chose effectivement qui revient aussi assez souvent. Donc moi je vais dire un petit peu ce que j'en pense, et puis Vincent commentera aussi, parce qu'il n'y a pas de réponse unique. Alors, en tout cas, moi mon constat,
c'est que cette peur, elle est déjà plus importante chez beaucoup de personnes qui ont un problème de poids. Mais elle n'est pas absente chez les personnes qui sont pas loin. Moi, je raconte toujours, alors s'ils écoutent, ils vont se reconnaître, mais des personnes avec qui j'étais parti en vacances et puis on devait aller faire une visite de quelque chose. Et c'était la fin de matinée. Euh, et cette visite, elle était en ville. Donc, il n'y avait aucun risque. Mais comme on n'était pas loin de l'horaire de manger, personne n'avait faim. Mais dans le groupe, il y en a qui ont dit, nous, il faut qu'on mange parce que on risque d'avoir faim pendant la visite. Donc, cette angoisse de manquer, qui finalement, si vous regardez bien dans l'histoire humaine, est un petit peu normale puisqu'on n'avait pas à manger quand on voulait à la préhistoire. On pourra en reparler tout à l'heure. Et donc, quand il y avait à manger, il fallait manger et il y avait cette peur qu'il y a un manque. Et ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que combien d'entre vous, combien des personnes qui nous écoutent ici seraient à plus d'une heure pour trouver de la nourriture. Il y a aujourd'hui de la nourriture partout. Donc cette peur de la faim, à mon avis, est une peur logique dans l'histoire de l'être humain, où il y avait des carences, mais maintenant il va bien falloir travailler, et ce sur quoi j'insiste, c'est la prise de conscience. J'ai peur d'avoir faim. Ok, réflexe normal. Maintenant, et comme pour beaucoup de choses, moi ce que je conseille, c'est je fais une pause et je prends conscience de cette peur. Je regarde, si jamais la faim arrive, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais être? Est-ce que vraiment je n'aurai aucune solution? Et si j'ai une solution pour manger, eh bien je mangerai. Mais là apparaît autre chose, c'est la peur du grignotage. Parce que je me dis, si je mange, ça va être du grignotage, et le grignotage, ça fait grossir. Non. Si quand j'ai faim, je fais une prise alimentaire sans rien faire d'autre, ça n'est pas du grignotage, c'est une collation. Donc je ne dois pas avoir peur de faire des collations. Surtout pas pendant que je fais mes tests. Alors bien sûr, si je dois faire un trekking, si je dois faire travailler toute la journée, c'est peut-être pas le bon jour pour faire le test de la faim et travailler là-dessus. Voilà. Je ne sais pas, Vincent, si tu as d'autres commentaires sur cette peur d'avoir faim, parce que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, effectivement. Alors, on t'entend pas, Vincent. Il y a aussi certains éléments qui viennent de notre éducation. Il y a beaucoup il y a beaucoup de familles où dans notre entourage, on entend beaucoup de personnes ou parmi les patients qui nous disent mais moi quand j'étais petit, on m'a obligé à manger à certaines heures de repas et j'avais pas la possibilité de manger sur les autres moments de la journée. Et ça a quand même tendance à stresser beaucoup de personnes qui ont à un moment pas eu faim au moment du repas, et les parents, l'éducation entre guillemets, a lancé très fortement ce côté de on ne me mangeait que pendant le repas par des questions pratiques qu'on comprend. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur de revivre une sensation de faim très désagréable dans le passé. Et ça, c'est extrêmement important, c'est qu'une fois qu'on a eu un mauvais souvenir, ça crée une peur et on a toujours peur de le revivre. Et c'est vrai que c'est pas parce que ça s'est passé d'une mauvaise façon il y a 20 ans que ça doit forcément mal se passer maintenant. Donc ça, c'est quelque chose d'important que je voulais rajouter. Parce qu'on nous posait aussi la question, est-ce qu'on peut faire le test de la faim aux adolescents ou aux enfants? Finalement, les enfants ont beaucoup plus de facilité à écouter leurs sensations de faim que nous, les adultes. Et ça, c'est peut-être un message à faire passer aux parents que nous sommes tous. C'est vrai que d'obliger et de forcer un enfant à ne pas s'écouter est peut-être pas forcément la bonne solution. On ne dit pas qu'on a la bonne solution. En tout cas, il faut avoir en tête que quand on est parent et qu'on oblige les enfants à manger qu'à certaines heures, peut-être que leurs besoins ne correspondent pas aux horaires habituels et peut-être que cela peut créer des peurs pour le futur. Et donc, on a beaucoup de personnes qui nous disent, mais moi, quand j'étais petit, je n'avais pas le droit de manger en dehors des repas et je me rappelle avoir passé des heures et des heures avec la faim au ventre. Et cela crée des souvenirs très négatifs. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une génération qui a quand même, il faut le noter, manqué de nourriture pendant les guerres ou
et à cette période-là, juste après-guerre aussi, qui sont peut-être la génération des parents et des grands-parents que nous sommes tous, et qui ont eux-mêmes eu cette très grande peur de manquer de la nourriture parce qu'ils ont été dans cette période de manque qu'ils ont réellement vécu et ils transmettent cette peur à leurs enfants. Et donc, on a beaucoup de personnes qui ont peur non pas de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, mais de finalement la peur qu'ont eu leurs parents ou grands-parents. Donc ça, c'est aussi important, je voulais le rajouter, c'est qu'on est tous dans une histoire familiale et la nourriture nous ramène aussi à ce que nous sommes, ce qu'étaient nos parents, nos grands-parents, et il faut en avoir conscience. Vincent, je rebondis sur quelque chose que tu as dit parce que ça me semble important sur les enfants et sur les adolescents, hein, de les dérégler, de les obliger à manger à certains horaires. Bon, après, quand même, l'alimentation a une dimension sociale, hein, et donc la rencontre au niveau du repas est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, ce que j'observe chez les jeunes, enfants ou adolescents, c'est que vous allez avoir un enfant qui va avoir passé sa journée ou sa matinée devant la télévision à rien faire et à grignoter des bonbons et qui passe à table et qui dit j'ai pas faim. Et puis il y a les messages nutritionnels que les parents connaissent en disant il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, il faut manger des protéines. Et donc les parents disent ils ont mangé que des cochonneries, mais maintenant ici à table il va falloir manger. Et là on conduit à la surcharge calorique et à l'obésité. La bonne attitude, enfin la bonne attitude, comme l'a dit Vincent, hein, on n'a pas la solution et je ne connais pas la bonne attitude, c'est peut-être pas une bonne expression. Mais en tout cas, l'idéal, c'est de conduire nos enfants à faire autre chose que de rester devant la télévision, à grignoter et de les conduire, encore une fois, sans que ça rentre dans la lutte, hein, il faut savoir conduire. Mais tant qu'il y a le grignotage du matin, la bonne solution n'est pas d'aller dire qu'il faut manger absolument ce qui a été préparé au repas de midi, alors que l'enfant vous dit j'ai pas faim. L'enfant, il vous le dit très bien, j'ai pas faim. C'est nous, adultes, qui leur faisons perdre ces repères. Et donc, écoutez les enfants, on est là pour les éduquer, hein, bien sûr, mais attention aux mauvais messages qu'on ferait passer par l'éducation. Hein. Et un enfant qui vous dit j'ai pas faim, alors, évidemment, y a le piège du sucré, il vous dit j'ai pas faim, et puis une demi-heure après que tout le monde a fini de manger, il vous dit je veux des bonbons ou je veux du gâteau. Donc là, il faut peut-être savoir dire, écoute, si tu as faim, tu as déjà mangé beaucoup de bonbons et de gâteaux ce matin, je souhaiterais, pour ta santé, que tu manges d'autres choses. C'est clair. Mais ne pas surcharger un enfant qui s'est déjà chargé en calories, et en plus qui aurait été sédentaire. Hein. L'autre chose, c'est un enfant qui va faire du sport toute la matinée et qui va vouloir emporter un paquet de bonbons. Un enfant qui se dépense et qui se dépense bien sur un terrain de foot, sur quelque chose, laissez-le manger des bonbons pour avoir son énergie. Hein. Faut pas non plus, il faut laisser le plaisir qui est extrêmement important. Toujours, Vincent, il faut que tu nous remettes ton micro quand tu veux parler, mais peut-être que je vais aussi laisser parler. Effectivement, il y a des personnes qui… On demandera peut-être à Soumeya si elle a des questions aussi, mais vas-y Vincent. Oui, il y avait quelque chose par rapport au goûter. Il y a beaucoup de parents qui nous parlent du goûter. Est-ce que je dois faire goûter les enfants? S'ils goûtent trop, ils n'auront plus faim au repas du soir. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir qu'en fait, si on les écoute vraiment, les enfants ont les solutions en eux et effectivement ils vont pouvoir peut-être un jour rentrer de l'école, s'ils ont l'école, ils vont pouvoir rentrer de l'école en mangeant un petit peu plus que d'habitude et au moment du repas ils n'auront pas faim. Le but n'est pas de leur dire si à table il faut manger parce que c'est ce moment-là, parce que tout le monde dit qu'il faut manger 3 repas par jour, tu as mangé un gros goûter mais tu manges quand même au repas. La question qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est de se dire écoute, tu vois, tu as mangé 2 tartines avec de la pâte à tartiner ou des gâteaux. Tu en as mangé 2, tu en as mangé 3. Tu as vu que tu n'as pas faim, là maintenant. À ton avis, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire demain pour finalement avoir faim le soir? Et très souvent, les enfants sont très intelligents et ils arrivent à comprendre d'eux-mêmes que de diminuer la quantité du goûter fait apparaître la sensation de faim le soir. Et ça, c'est intéressant de le signaler. Donc, Soumeya, je me tais, je te laisse poser les questions.
D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, en parlant de la peur de la faim, on a reçu une excellente question sur la peur de perdre du poids. Alors, la question, c'est comment peut-on lutter contre la peur de perdre du poids alors qu'on est en surpoids et qu'on a besoin de perdre du poids? J'ai toujours la sensation de récupérer ce que j'ai perdu. Voilà la question. Ouais, question pas facile, mais qui se présente effectivement des fois, ce qui veut dire que finalement, ce poids, il peut servir à quelque chose. Et ce poids, déjà l'alimentation est un réconfort, le poids peut être protecteur. Il peut être protecteur à différents niveaux et ce serait difficile. Alors, répondre de façon générale à cette question, qui est une vraie question, est assez difficile. Parce que ce qu'il faut rechercher, c'est quelle est cette peur derrière. À quoi sert ce poids et de quoi protège-t-il? Parce que si j'ai peur de le perdre, c'est que mon poids me protège de quelque chose. Et il faut travailler de fond sur cette peur et sans connaître la personne. Je ne veux pas faire de préjugés, mais il me semble qu'une discussion sur le plan psychologique, alors pas forcément avec un psychologue, mais ça peut être avec le médecin, s'il y a de bonne écoute du médecin, pour voir préciser cette peur. De quoi j'ai peur? Si on ne travaille pas dessus, je crois qu'elle reviendra et elle conduira effectivement à reprendre le poids parce que je me sens en insécurité vis-à-vis de quelque chose quand j'ai le poids perdu. Mais j'ai vraiment pas la solution qui doit être travaillée de façon individuelle et de façon générale. J'ai pas vraiment la réponse. Je ne sais pas si Vincent, toi, tu as des choses plus précises à dire là-dessus. Alors, je n'ai pas de réponse. Par contre, je peux peut-être partager des, comment dire, des discours ou des témoignages de personnes qui m'ont parlé de ces peurs-là. Il y en a plein, hein. Beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Et je me rappelle d'une personne qui m'a dit que la maigreur était, donc je lui avais dit, mais à partir de quand dans votre vie, finalement, ça a été difficile, cette peur de mincir? Et que représente une personne mince ou maigre pour vous? Et là, cette personne s'est mise à avoir les yeux larmoyants en me parlant de sa tante qui était décédée quand elle était petite d'un cancer. Et pour elle, la maigreur et ce corps décharné représentait pour elle la perte d'un être cher. Et donc, pour elle, la minceur et la maigreur étaient attribuées à la mort. Et donc, c'était intéressant. Alors, moi, je ne suis pas psychologue et donc, on en a parlé et je l'ai adressé à un psychologue pour en discuter. Mais c'est peut-être intéressant aussi de pouvoir identifier d'où et à partir de quand est arrivée cette peur. Et est-ce qu'il y a des images en nous d'un corps peut-être plus mince ou plus maigre? Est-ce qu'il y a des peurs qui apparaissent lorsqu'on y pense? Donc, j'ai pas de réponse, hein, mais c'est peut-être cette expérience-là qui peut être intéressante. Après, il y a aussi toutes ces histoires des corps qui ont été plus ou moins agressés, ne serait-ce que des petits attouchements. Enfin, le terme petit est malvenu parce que je veux dire, parfois des choses qui peuvent avoir l'air innocentes, mais qui traumatisent au fond, et avec un corps qui a pris du poids, qui est moins attractif, et en tout cas qui est vécu comme moins attractif, parce que je ne veux pas dire qu'un corps qui est en surpoids ne peut pas être attractif, un corps en surpoids peut être attractif, mais en tout cas il est souvent vécu comme moins attractif et exposant moins à une certaine vulnérabilité, notamment sur ce plan-là, problème qu'on rencontre très souvent dans les problèmes de poids, des problèmes d'attouchement, voire plus, et l'obésité est vécue comme protégeant de ça et la perte du poids pourrait ramener par là. Mais il y a 50 histoires, 50 des tas d'histoires différentes. Vincent en a cité une, je cite autre chose, mais on pourrait avoir des tas d'autres exemples. Alors, il y a aussi que la maigreur est perçue dans certaines cultures comme, elle est mal vue dans certaines cultures. Ouais. Dans certaines cultures, on favorise plutôt la corpulence, le gain de poids. Pour eux, c'est comme un signe de richesse ou de bonne santé. Oui, ça reste vrai.
et de moins en moins. Et moi, je suis très méfiant là-dessus, puisqu'effectivement, on a des personnes, dans certaines cultures africaines, hein, c'est les premières qui me viennent en tête. Alors, africaine, ça veut rien dire. L'Afrique est un continent et il y a tout un tas de cultures en Afrique. C'est un peu réducteur toujours de dire ça, mais il y a quand même beaucoup de groupes culturels en Afrique dont on a l'image. Et moi, j'hésite beaucoup à parler en tant qu'occidental là-dessus, parce que c'est toujours difficile. En tout cas, nous, on a l'impression que le surpoids, et c'est ce qui nous est dit par certaines personnes. Mais je suis très méfiant parce que, en particulier, Soumeya, je pense que dans certains endroits au Maghreb, moi, j'ai cette image-là. Mais quand on en parle à certaines personnes, ils disent, mais non, attendez, vous avez une image qui est un petit peu dépassée. Nous aussi, on veut l'image de minceur. Donc, à la fois, oui, et je suis très prudent. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que notre environnement culturel joue sur beaucoup de choses, sur ce qu'on mange, sur l'idée de l'image corporelle qu'on a, sur tout un tas de choses, sur la manière dont on mange, sur avec qui on mange, et que tout ça va jouer, va aussi être imprégné en nous, cette culture, depuis l'enfance, et que si on a été dans un groupe qui a valorisé les rondeurs, je vais bien le sentir avec les rondeurs. Alors attention, parce que nous, professionnels de santé, si quelqu'un se sent bien dans ses rondeurs, on n'a pas forcément à dire qu'il faut perdre du poids. On doit évaluer le risque avant. Est-ce que le tour de taille est augmenté? Est-ce qu'il y a une tension augmentée? Est-ce qu'il y a des problèmes de cholestérol? Et si quelqu'un a des rondeurs et n'a pas de diabète, pas d'hypertension et pas de facteur de risque et qu'il est bien dans ses rondeurs, ben super, génial, continuez à être bien dans vos rondeurs. D'autres questions, Soumeya, ou d'autres commentaires de Vincent? Alors, on a une question sur la faim. Vous faites aussi faire ce test de la faim chez les patients avec du diabète. Alors, est-ce qu'on fait le test de la faim chez les patients qui ont un diabète? Je réponds parce que je m'occupe un petit peu plus de diabète que Vincent. Oui, ce test, il est valable pour tout le monde, mais quand il y a du diabète, il doit être accompagné médicalement. Je crois que si vous allez sur Avitam, que vous voyez le test et que vous avez du diabète, alors si vous avez du diabète, parce qu'on peut avoir du diabète et ne pas avoir de traitement médicamenteux. Si vous n'avez pas de traitement médicamenteux, allez-y, aucun problème. Si vous avez comme traitement médicamenteux uniquement de la metformine, pas de problème, allez-y aussi. Si je dis ça, c'est que je pense que toute personne qui a du diabète connaît ce que c'est que la metformine ou le glucophage ou le stagide. Maintenant, si vous avez d'autres traitements, le risque, c'est qu'il y ait des traitements qui puissent entraîner des hypoglycémies, que ce soit des sulfamides hypoglycémiants, que ce soit de l'insuline. Alors là, il faut en parler avec votre médecin. Mais attention, il faut un médecin qui s'intéresse au poids et qui s'intéresse au poids pas de façon directive avec des régimes. Il faut un médecin qui soit très ouvert. Parce que il va falloir, les jours où vous allez faire le test de la faim, sauter des injections d'insuline, donc parce que les insulines rapides, il va falloir potentiellement ne pas prendre son sulfamide. Donc, il y a des adaptations qui sont à faire, mais je suis tellement convaincu de l'importance de ce test que ça serait dommage de s'en priver parce qu'on a un diabète. Hein. Donc, il faut, encore une fois, pas de traitement uniquement de la metformine, allez-y, go. Des autres traitements, on en parle avec le médecin, de voir comment on peut le faire pour ne pas faire l'hypoglycémie importante en particulier. Et je pense, pour compléter ce que tu dis, qu'on est uniquement dans le cas du diabète et beaucoup de personnes ont peur de faire une hypoglycémie alors qu'ils ne sont pas diabétiques et qu'ils n'ont pas de traitement antidiabétique et qui n'ont pas de traitement antidiabétique qui fait faire des hypoglycémies. Et ça, c'est très important qu'on puisse le signaler au plus grand nombre. C'est que la plus grande majorité des personnes peuvent tout à fait faire le test de la faim sans aucun risque d'hypoglycémie. Vraiment, le corps a quand même des réserves importantes et avant de faire une vraie hypoglycémie en dehors de ces médicaments, c'est extrêmement rare. Donc, vous pouvez tout à fait attendre d'avoir la sensation de faim bien avant et vous avez de très nombreuses heures avant de vous sentir mal pour faire une hypoglycémie. Par contre, il est intéressant aussi de souligner que effectivement, si on mange un petit peu moins, on a tendance aussi à manger, à boire un petit peu moins, à avoir un petit peu moins de sel.
et il se peut aussi que on se sente avec une forme un peu moins importante au moment où on fait le test de la faim. Avec, on peut, si on se lève d'un coup, on peut avoir peut-être la tête qui tourne un petit peu, mais finalement, c'est des choses qui sont assez simples et assez basiques, et il n'y a pas de peur à avoir d'écouter sa faim. C'est comme si on se disait, ben, j'ai peur de faire une hypoglycémie ou de faire un problème de santé si j'attends d'avoir sommeil pour aller au lit. Non, aucun risque. C'est comme si on disait on a peur de tomber dans les pommes si on attend d'avoir envie de faire pipi pour aller aux toilettes. Donc là, dans l'immense majorité des cas, on peut tout à fait attendre sa faim pour manger. C'est important aussi de travailler sur ces peurs-là. Alors, oui, c'est important de travailler sur les peurs, Vincent, mais alors, je suis 100% d'accord avec toi, mais ce qu'il faut aussi que les gens qui nous écoutent sachent, c'est que la peur, c'est humain, c'est quelque chose de normal. Donc, quand j'ai peur, c'est bien beau de se dire, je ne dois pas avoir peur, mais j'ai peur. Et comme pour tout, et comme on travaille quand même sur tout ce qui est pleine conscience, c'est j'ai peur, je ne vais pas renier cette peur. Je ne vais pas dire, je me souviens du docteur machin qui a dit, il ne faut pas avoir peur. J'ai peur, j'ai peur. Je prends conscience de ma peur. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette peur? euh, je dois aller quelque part. Rien ne m'empêche d'avoir une collation dans ma poche, pour si je commence à me sentir mal. Rien n'empêche de réfléchir où est-ce que je vais et ce qu'il y aura à manger à proximité. Et puis, si cette peur, elle est trop importante, je crois qu'il ne faut pas lutter et il faut peut-être repousser le test à une autre fois. Jamais se culpabiliser ou conduire à quelque chose qui perdrait une estime de soi. Je suis même pas bon ou même pas bonne à faire ce test aujourd'hui. Non, la peur est humaine. C'est peut-être quelque chose dans votre histoire, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, qui vous a conduit à avoir ces peurs. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a fait un grand malaise, que autour de la famille, dans la famille, on a dit qu'il y avait quelque chose autour de l'alimentation. Peut-être, on ne peut pas savoir ce qui nous conduit à avoir des peurs. La peur est humaine. La peur sert à se protéger, sert à fuir des situations dangereuses. Donc, si vous avez peur, c'est quelque chose dans votre tête vous dit que c'est une situation dangereuse. Je suis 100% d'accord avec Vincent. Faire le test de la faim, jeûner un petit peu, n'est pas une situation dangereuse. Mais le jour où j'ai cette sensation, si jamais elle est plus forte que moi, j'en parlerai avec mon médecin. Peut-être que même là aussi, j'ai besoin de ne pas hésiter sur les psychologues quand il y a besoin. Pourquoi j'ai cette peur? C'est quelque chose d'extrêmement important. Soumeya, des questions? Oui, alors on reste toujours avec les sensations de faim. C'est le sujet du jour. On a une question. Alors, si on saute des repas en attendant la sensation de faim, ne risque-t-on pas de tomber dans l'excès lorsqu'on va manger? Alors ça, c'est super intéressant parce qu'il y a, alors je dis toujours, vous savez, il y a des revues de médecine et il y a les meilleures revues. Et il n'y a pas longtemps, la revue qui est la plus cotée en médecine, qui s'appelle The New England Journal of Medicine, a fait une revue générale sur le jeûne. Et ce qui est, et donc, et d'ailleurs, leur conclusion, c'est que de jeûner régulièrement, alors jeûner, attention, c'est ce qu'ils appellent le jeûne intermittent, c'est-à-dire de passer 16 heures sans manger à une journée, est très favorable à la santé. Et quand on observe chez des personnes qui ont un excès de poids, quand on observe leur prise alimentaire après une phase de jeûne de 16 heures ou plus, eh bien, on s'aperçoit que, contrairement à cet a priori que beaucoup de personnes non, les personnes ne mangent pas plus à l'arrêt de la phase de jeûne. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et vous savez que cette sensation désagréable au niveau de l'estomac, de la faim, plus, je dirais, alors peut-être pas de bonne expression, mais plus on va s'entraîner à avoir faim, et plus on va pouvoir la tolérer. Alors attention, je ne suis pas en train de vous conseiller d'aller jusqu'à la faim douloureuse, hein, pas du tout. Vous estimez bien, quand il y a... Alors, la faim, on peut la grader, hein, la faim... Je commence à sentir une sensation au niveau de mon estomac, mais je sens que si je continue mes activités, ça va parfaitement bien. Cette sensation devient dérangeante, et là, c'est peut-être le bon moment de manger. Et derrière, la sensation devient douloureuse. Alors, dans le quotidien, aller jusqu'à la faim douloureuse, je pense que c'est aller trop loin. Mais les études sont intéressantes à montrer que quand on fait des phases de jeûne, non, il n'y a pas de phase de désinhibition derrière.
Soumeya, ou soit Vincent a un autre commentaire, soit Soumeya a une autre question. D'accord. Donc, il y a une question qui se répète, c'est à propos du poids. Donc, il y a une personne qui nous a écrit, elle nous a dit, je ne peux plus vivre avec tous ces kilos, beaucoup de mal à me déplacer, toujours étouffée, je me renferme sur moi-même. Alors là, elle me fait rappeler une autre question que j'avais préparée, c'est comment faire pour se réconcilier avec son corps. Je pense Oui, que c'est ça va au-delà. important. Moi, ça donne beaucoup de compassion pour cette dame hein, qui montre que les situations d'excès de poids sont des vrais, à Ouais, partir de ce niveau, sont des vraies maladies qui retentissent beaucoup, beaucoup sur les capacités, sur la vie. Je ne sais pas, Vincent, si tu veux tout à répondre à ce fait. commentaire, à cette question. C'est très compliqué. On va pas pouvoir donner de réponse là sur un live Facebook, tant ce travail est au cœur de la prise en charge, et tant ce travail peut être long pour les personnes qui souffrent, comme cette personne qui vient de s'exprimer. Déjà, comme le dit Antoine, ben, d'entendre cette souffrance et on comprend, on voit beaucoup de personnes qui sont dans cet état-là, de se sentir très mal dans leur corps. Donc, le premier message, c'est que vous n'êtes pas seul et qu'on comprend et qu'on entend tout à fait cette souffrance. La deuxième chose, c'est que peut-être c'est la théorie des petits pas, c'est-à-dire que on peut pas du jour au lendemain, et ça ne m'est jamais arrivé dans mon métier de rencontrer quelqu'un qui du jour au lendemain s'est retrouvé dans un corps qui lui plaisait parfaitement. Je n'ai jamais croisé une telle personne. Par contre, il y a des personnes qui un jour vont pouvoir se donner un petit compliment, vont pouvoir se regarder devant la glace en disant oui, ben, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais j'ai une qualité. Peut-être d'avoir ce travail-là qui peut être fait sur plusieurs séances ou plusieurs rencontres, plusieurs semaines, plusieurs jours. Et c'est important, Antoine en parlait tout à l'heure, de prendre conscience de ce qu'on ressent dans le corps, mais aussi de prendre conscience de ce qu'est notre corps. Et on parlait de compassion envers les autres, mais il est très important aussi d'avoir de la compassion pour soi, en se disant que c'est pas notre faute, en se disant que on est là pas par choix. Les personnes qui sont dans cette situation sont des personnes qui ont énormément souffert. Et ce sont des personnes qui ont subi leur état. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est que avant de pouvoir trouver la solution, il faut pouvoir peut-être essayer d'accepter malgré tout. C'est difficile à dire comme mot, à l'acceptation, surtout quand on est malheureux, mais d'avoir ce mot, quelques mots gentils envers soi, en disant bah oui, c'est pas ma faute. J'ai souffert, j'en suis là. Je vais peut-être pouvoir demander de l'aide. Et il y a un certain nombre de professionnels qui peuvent accompagner cette prise en charge là, qui est à la fois une prise en charge nutritionnelle sur la santé, mais également qui nécessite un accompagnement psychologique. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très compétentes dans cet accompagnement psychologique. Ouais, je rebondirai sur quelques petites choses qu'a dit Vincent parce que c'est très très important ce que tu as dit. Déjà, je voudrais dire que rares sont les personnes qui se mettent nues devant une glace et qui disent waouh, quel corps génial, il n'y a aucun défaut. Vous pouvez être mince et tout le monde va se trouver des défauts. Donc, la deuxième chose, c'est que tout le monde a des qualités. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas des qualités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient. Donc c'est quelque chose de très important quand on a un problème de poids en particulier, qu'on a tendance à se mésestimer, de quand même s'arrêter. Je vous propose de le faire là. Peut-être qu'on pourrait faire 30 secondes de silence et de dire quelles sont mes qualités. Donc je vous propose qu'on s'arrête. Qu'est-ce que j'ai comme qualité là? Qu'on s'arrête quelques secondes et que vous y réfléchissiez.
Alors, je sais que c'est dur pour certains, et ceux pour qui c'est dur de se trouver une qualité, je vraiment très compassionnel envers eux parce que ça veut dire qu'il y a une histoire qui est très difficile, mais c'est important de se trouver ces qualités. Et puis j'insiste, Vincent l'a dit, euh, avoir un problème de poids, non, ça n'est pas de notre faute, ça n'est pas de la faute de la personne qui a un problème de poids, c'est ses gènes, c'est son histoire, c'est son environnement, c'est tout un tas de facteurs. Par contre, effectivement, il n'y a que vous qui pouvez agir bien accompagné. Attention, beaucoup de professionnels de santé sont trop stigmatisants sur le poids. Et ça, il faut que vous trouviez un professionnel de santé, et il y en a qui sont compassionnels, empathiques et qui vous aident au jour le jour. Après, sur la situation que décrivait cette personne qui signalait quand même un trouble physique de mobilité, il y a quand même des services de rééducation qui peuvent remettre en mouvement. Et la remise en mouvement, je pense, je ne sais pas si on peut être publicitaire, mais je pense à un centre qui s'occupe d'obésité près de Toulouse, qui fait ça très très bien. La remise en mouvement peut permettre aussi au moral de repartir vers le haut. Vous savez que le lien entre activité physique et morale, Vincent en parlera peut-être mieux que moi, puisqu'il est plus spécialisé que moi dans l'activité physique, mais le lien activité physique-morale est extrêmement important. J'ai pas le moral, j'ai tendance à bouger moins. Je bouge moins, j'ai moins le moral. Et donc, il faut casser le cercle. Et ces centres qui, malgré la douleur, j'entends bien la prise en compte de la douleur, mais il faut savoir que quand on a des douleurs, y compris des douleurs au genou avec le poids, moins on bouge et plus on a mal. Et paradoxalement, ce qui est parfois difficile à comprendre, je bouge, et oui, j'ai mal au début, mais à force de me remettre en mouvement, je vais avoir moins mal. Ça, c'est quelque chose que je m'acharne à dire dans beaucoup de maladies, en particulier de maladies nutritionnelles, y compris les troubles du comportement alimentaire, y compris l'anorexie. Je passe par une phase où oui, mon état est pire. Mais souvent, quand on veut gagner quelque chose, je reprends mon exemple tout à l'heure du grand musicien, avant de nous faire le grand concert dans la salle la plus célèbre, je veux dire, faire ses gammes, il en a bavé. Hein. Le grand sportif, vous savez que des grands sportifs, en tennis, Nadal, à un moment, il a craqué. Il a dit, moi, tout ce truc, c'est l'entraînement, ras-le-bol. Donc oui, pour obtenir quelque chose, on passe par une phase difficile et une phase de souffrance. Il y a quelque chose que je voulais rajouter sur le plan de l'activité physique, parce que tu en parlais, le lien entre notre silhouette, le corps, notre alimentation, le fait de sortir, le fait d'avoir une activité, d'être en mouvement. Il est important d'avoir en tête aussi que on parlait tout à l'heure des enfants qui sont devant la télé, occupés en comportement sédentaire. On a fait une conférence il y a 2 semaines sur le sommeil où on parlait justement de l'importance de pouvoir voir la lumière et de pouvoir avoir ces rythmes de vie. Et voilà, marcher quelques minutes au soleil peut déjà avoir un très grand impact. Alors même s'il n'y a pas de soleil, on peut aussi marcher. Donc le fait de marcher a un impact positif. Et moi, je repense à une personne avec qui on a beaucoup discuté et qui a toujours eu peur de se remettre à l'activité physique à cause de ses douleurs. Et on s'est mis d'accord sur un objectif. Cet objectif, c'est elle qui l'a choisi. Elle a dit, je pense que je vais faire une séance de 30 secondes sur mon vélo elliptique. Et cette séance de 30 secondes s'est transformée en 1 minute le lendemain, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Et maintenant, elle fait, la dernière fois que j'ai vu, elle fait 3 séances de 15 minutes par jour, ce qui fait 45 minutes d'elliptique par jour. Et c'est extrêmement important de voir qu'elle est dans cette spirale positive. Et peut-être de se dire, voilà, aujourd'hui, je vais aller chercher mon pain à pied, ou je vais prendre 1 minute, 2 minutes pour marcher. Et peut-être que ces quelques minutes vont pouvoir totalement changer les choses. Peut-être que c'est un temps où je vais pas penser à beaucoup de choses. Peut-être que je serai moins stressé, je vais sentir mes jambes, je vais pouvoir voir la lumière, le soleil, le ciel. Et c'est un moment qu'on peut prendre pour soi et qui peut aussi changer cette spirale dans laquelle beaucoup de personnes sont et finalement peut pouvoir changer cette spirale négative en spirale positive.
Super. Oui, peut-être que… Ah, On t'entend pas, Antoine. c'est moi qui n'ai pas le micro, ce coup-ci. Merci. Vincent, non, je pense que c'est important ce que tu dis là sur commencer par 30 secondes. Moi, je rappellerais que quand on apprend à marcher, on fait du quatre pattes, on se met debout puis on tombe. Mais on persiste quand même, on va quand même se remettre debout, quitte à retomber. Puis on va mettre un pied devant l'autre et puis on va tomber. Et puis un beau jour, hop, ça y est, ça s'en va, il court, il marche. Mais encore une fois, c'est comme mon pianiste, c'est comme mon sportif. Il est tombé, il a persévéré, il a répété. Et c'est là qu'il y a souvent des difficultés dans les preuves de poids, c'est cet abandon parce qu'on a un manque d'estime de soi, il y a besoin d'être épaulé et de faire appel. Je vous rappelle que sur Avitam, il y a tout un tas de thématiques, qu'il y a des possibilités de questions. On met en place, Vincent, tu peux peut-être dire un mot des forums d'échange. Il faut être accompagné et déjà, ça peut être, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Vincent, mais je pense que ça peut être un accompagnement parce qu'il faut être accompagné. Alors, on a créé sur la plateforme des chemins. En fait, c'est comme si c'était un GPS où on fait une analyse de votre état de santé actuel. Et puis, si on veut essayer de perdre du poids, Avitam va proposer une route. Cette route différente en fonction des personnes. Et dans cette route, on va avoir des mots d'explication. On va avoir un petit test qui va nous permettre d'évaluer où est la sensation de faim. Est-ce qu'on la connaît? Les sensations alimentaires, les émotions, les activités physiques, la gestion du sommeil. Parce que finalement, on s'en rend compte, la nutrition, la prise en charge du poids, c'est pas uniquement le fait de manger. On a parlé tout à l'heure des sensations alimentaires, on a parlé de notre culture, on a parlé d'activité physique, on a parlé de sommeil. Finalement, c'est extrêmement large et il n'y a pas une seule solution. C'est que finalement, toutes les personnes doivent trouver leur propre solution, leur propre chemin. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé sur la plateforme un ensemble de vidéos, de tests, d'explications. Il y a une personne d'ailleurs qui disait, moi, c'est grâce à Avitam que j'ai pu prendre conscience de certaines choses. Mais oui, tout à fait, on l'a pas fait pour dire quoi faire. On l'a imaginé pour que les personnes puissent comprendre d'où venaient les problèmes et imaginer peut-être ensemble des solutions. Il y a des personnes qui viennent et on se rend compte que ce n'est pas un problème alimentaire, que c'est un problème de sommeil, que c'est un problème d'insomnie, d'apnée du sommeil, que c'est un problème de sédentarité, que c'est un problème de gestion des émotions. La conférence d'Antoine la semaine dernière en parlait. Et ça, c'est important d'avoir en tête que toutes les personnes sont différentes et que chaque personne peut trouver le départ, la première étape qui va permettre de changer. Et c'est pour ça qu'on a créé la plateforme. Voilà, mais je crois que ça fait plus d'une heure qu'on parle. C'était très intéressant pour moi et très agréable. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. Soumeya, je ne sais pas si on t'a perdu ou pas, tu es toujours figé. Oui, je suis toujours là. Donc, je ne sais pas si tu veux nous dire un petit mot de conclusion, tes impressions par rapport aux questions, les réponses qu'il y a pu y avoir. Alors, il y en a d'autres questions, mais on n'a pas pu répondre sur toutes les questions. Je voulais juste ajouter un point. Je te coupe, Soumeya, mais ça nous donne l'occasion de revenir pour continuer sur ce sujet s'il y a eu beaucoup de questions. Oui, tout à fait, tout à fait. On pourrait revenir là-dessus dans un autre live. Voilà, je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot de conclusion, tu étais parti, je t'ai coupé. Je voulais parler un peu de Avitam et préciser que c'est gratuit pour les professionnels de santé et aussi pour les patients. Et en fait, ça restera gratuit. Les patients, ils peuvent bénéficier d'un système d'éducation thérapeutique, d'un programme d'éducation thérapeutique qui est gratuit. Et aussi, les professionnels de santé ont accès à une formation en nutrition qui est gratuite aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, normalement, c'est tout pour ce live. Vincent, un petit mot de conclusion. Oui. Si vous voulez on va en faire toutes les semaines des lives, on va essayer d'en faire régulièrement. On essaiera à chaque fois d'avoir un thème sur lequel on pourra centrer les débats, mais n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et c'est
aussi vos questions qui nous permettent de mettre en place des lives. Donc, posez toutes vos questions sur la page Facebook d'Avitam ou nous envoyez un mail à contact@avitam.com. On essaie d'être assez présent sur, en tout cas pour répondre aux personnes qui nous le demandent. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on peut partir dans toutes les directions, en rapport bien sûr avec ce qu'on fait au quotidien, l'accompagnement des personnes qui sont en souffrance et qui ont une maladie chronique. Mais on va se nourrir de vos réflexions et de vos questions pour construire les lives des prochaines semaines. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une occasion aussi de répondre à toutes vos questions en direct avec le professeur Avignon et le docteur Attalin. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour des idées, pour faire des thèmes et répondre à toutes vos questions. Donc voilà, ça a été un plaisir de vous trouver aujourd'hui en live. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos questions. Merci à vous, docteur Vincent et professeur Avignon. Voilà. On se retrouve peut-être dans un autre live. Tout à fait. Allez, je vais couper le live et je vais garder le Zoom. Allez, à bientôt. D'accord, ok. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée.